faire du monde. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Déjà, est-ce que vous m'entendez? Bof? Vous voulez que je monte le son? Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui? Plus? Non, pas plus du coup. Bon bah voilà, on va pas pouvoir faire beaucoup mieux. Donc bah merci d'être venu à cette conférence sur le jeu de rôle. Je m'appelle Sullivan et j'animerai un peu cette conférence si j'y arrive. Eh bien, je vais peut-être commencer par laisser les intervenants se présenter. Vous avez vu qu'il y a une Chrysostome qui interprétera toute la conférence, qu'on peut remercier d'ores et déjà. Et ça y est, je me tais, je passe le micro à Hervé. Alors, je m'appelle Hervé, je suis un des administrateurs du GROG, le guide du rôliste galactique. Après, pour me présenter, je suis un forestier. Je fais du jeu de rôle depuis maintenant plus de 33 ans. J'ai 2 enfants de 19 et 21 ans qui sont rôlistes, qui sont même d'ailleurs cités dans des crédits d'un jeu de rôle. Et je suis le plus ancien administrateur du GROG maintenant. Mais je vais laisser la parole aux autres. C'était un passage très rapide. Oui, bonjour, je suis Stéphane. Je suis joueur de jeux de rôle depuis plus de 30 ans aussi, donc voilà, j'espère que ça sera l'occasion de témoigner que c'est un jeu très sympa sur le long terme. Et je fais partie aussi de l'association Guide du Rôliste Galactique, donc je suis un contributeur à cette encyclopédie des jeux de rôle, maître de jeu depuis 30 ans, joueur aussi souvent que je peux, et voilà, et j'ai écrit quelques jeux amateurs aussi, mais pas très important. Bonjour, donc Jérôme. Je suis joueur de jeu de rôle depuis un peu moins que 30 ans quand même, voire beaucoup moins que 30 ans. Et ça fait une dizaine d'années que j'ai la chance d'écrire sur des jeux et de vivre un peu un rêve de gamin, quoi. Je fais 2-3 autres trucs, essentiellement dans des magazines de jeux de rôle. Et pour le reste, je fais surtout embêter mon voisin. C'est ouf, c'est incroyable. Donc moi c'est Laurent, je joue aussi depuis une dizaine d'années, je fais à peu près comme lui, en mieux, fallait le dire, et je comptais embêter mon voisin, et peut-être l'autre aussi. Donc bonjour, moi c'est Jérôme également, auteur amateur comme les personnes à ma gauche. Non mais oui, hormis Laurent qui est professionnel effectivement. Moi je suis rôliste depuis beaucoup moins longtemps que toutes ces personnes à côté, mais qui sont un peu vieux aussi. Donc, on va en parler un peu plus tard après. Alors il y a une question qu'on s'est posée quand on a préparé un petit peu cette conférence, c'était de savoir si on allait s'adresser à des gens qui connaissaient un peu le jeu de rôle ou pas. Alors on va commencer par un petit sondage. Est-ce que ceux qui estiment connaître ou savoir ce que c'est qu'un jeu de rôle, y avoir déjà participé de près ou de loin, est-ce que vous pouvez lever la main? D'accord, donc on est à peu près sur la moitié, on va dire grosso modo. Ne lève pas la main, il me semble connaître aussi. Ah. Oui, il y a 2 micros. Oui. Il y en a qui trichent. Du coup, je vais vous faire un petit programme avant d'attaquer le vif du sujet. On va présenter un petit peu le jeu de rôle, parce que quand même c'est de ça qu'on va vous parler pendant 1h30. Ensuite, on va essayer de décortiquer un petit peu quels sont les ingrédients d'une partie jeu de rôle, une partie jeu de rôle réussie, parce qu'il y en a des ratés. Et on va aussi aborder comment améliorer, enrichir son expérience de jeu de rôle, très simplement à travers les expériences de chacun. Et puis enfin, on va parler plus précisément de la création de jeux de rôle, parce que c'est quand même très souvent que les gens qui pratiquent le jeu de rôle se mettent à écrire et à créer en fait leur propre univers de façon assez simple, et je pense qu'on va montrer que c'est d'ailleurs relativement simple.
Donc on va attaquer avec une présentation du jeu de rôle. Donc le jeu de rôle, un loisir créatif, social et durable. Je passe la parole peut-être à Stéphane. Allez, je commence. Donc, on ne donne pas de définition du jeu de rôle, parce que le jeu de rôle, c'est tellement vaste et il y a tellement de possibilités différentes qu'on ne peut pas vraiment l'enfermer dans une définition. Mais je vais proposer une petite présentation pour essayer de dire un peu ce qu'est le jeu de rôle sans totalement l'enfermer, et puis je vais laisser mes voisins compléter ou corriger s'ils voient ça différemment. Alors pour moi, le jeu de rôle, c'est des amis qui se réunissent autour d'une table pour imaginer collectivement des aventures dans un univers donné. Et ils utilisent un système de règles du jeu qui leur permettent de donner une certaine cohérence et une crédibilité à ces aventures. Par exemple, si on ne peut pas flotter dans le vide, y a une règle qui dit on tombe. Et si on peut flotter dans le vide, il y a une règle qui dit on est dans l'espace, on est en apesanteur. Il y a généralement un maître de jeu, pas forcément toujours, mais où ça peut être un maître de jeu tournant, qui est l'arbitre et le garant de la crédibilité de l'histoire. C'est lui qui vient avec une trame préconstruite, qu'on appelle en général un scénario, sur lequel les joueurs vont improviser en réagissant à ce que propose le maître et ce que décrit le maître de jeu dans le cadre de ce scénario. Est-ce que vous voyez quelque chose à préciser ou à compléter ? Alors, en gros, pour le dire simplement, le jeu de rôle, c'est un truc avec des gens qui discutent, si possible de façon amicale. Des fois, il y a des ratés, mais en gros, de façon amicale. Et qui répondent à une question qui est « et si ?» Qu'est-ce qui se passerait si ? Et très souvent, vous prenez votre film préféré, votre roman préféré. Pour ceux qui aiment les films d'horreur, vous savez, le mec qui se retourne jamais alors qu'il y a le tueur derrière lui ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passerait si c'était vous qui jouiez et était un peu moins idiot que l'acteur principal ? C'est ça le jeu de rôle. On peut voir ça aussi d'une autre manière, c'est créer des romans à plusieurs. Créer des romans avec d'autres personnes, dans la tête, parfois avec l'aide de bouts de papier, avec l'aide d'un tableau, de figurines, en utilisant des accessoires comme des dés, des cartes, des dessins. Parfois, c'est aussi quelque chose de très familial. Je dois avouer que ma fille, à l'âge d'1 an, lançait les dés pour les joueurs. Et pour l'endormir, je lui racontais des histoires, des aventures des groupes précédents. Et elle a commencé à jouer activement avec un personnage à l'âge de 7 ans. Elle était tellement motivée par nos parties dans le monde du Seigneur des Anneaux qu'elle a appris à lire très vite. Elle a eu toute seule Bilbo le Hobbit à 5 ans, le Seigneur des Anneaux à 6 et le Silmarillion à 7, pour ceux qui connaissent. Ça donne une idée de la motivation que ça peut donner à un enfant. C'est un monde magique. Quelque part, le jeu de rôle, on peut le définir comme ça. C'est un monde à plusieurs, un monde magique, d'imagination, de créativité. Il y a un aspect aussi qu'on avait un peu dégagé en parlant de cette présentation du jeu de rôle, c'est le plaisir renouvelé, c'est-à-dire qu'aucune partie ne se ressemble. Si quelqu'un veut réagir à ça, sinon on peut passer directement à la suite. Ouais. Oui, ça c'est un des points vraiment qu'on apprécie beaucoup dans le jeu de rôle, c'est que on peut sans cesse jouer, inventer des nouvelles histoires. En général, quand on se lance dans un jeu, à moins d'avoir tout créé soi-même, ce qui arrive, hein, on récupère des bouquins assez conséquents avec une description de l'univers qui est bien détaillée, avec des intrigues, des personnages avec lesquels on va pouvoir interagir, qu'on appelle les personnages non joueurs, qui vont être interprétés souvent par le maître de jeu. Et en fait, on peut créer des histoires à l'infini. Alors en réalité, les joueurs de jeux de rôle sont boulimiques et ils changent de jeu au bout d'un moment parce qu'ils ont envie d'essayer autre chose, mais en fait, on pourrait passer 30 ans à jouer avec le même jeu. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, clairement, sur la boulimie des joueurs. Hein. Il y a beaucoup de collectionneurs, et puis après, très clairement, c'est un des seuls jeux. Enfin,
c'est un jeu en tout cas dont on peut pas arriver au bout des possibilités. La seule façon d'arriver au bout des possibilités serait de plus arriver à imaginer quelque chose de nouveau, de plus trouver de nouvelles façons de discuter avec ses amis, etc. A priori, c'est pas gagné. Par contre, vu qu'il y a des gens qui en vendent, c'est sympa de changer de jeu quand même, de temps à autre, quoi. Alors, on vous permet de poser des questions si vous voulez. Vous avez tout à fait le droit de réagir. Vous pouvez lever la main, on vous apportera le micro si vous avez besoin de poser des questions. Est-ce que la présentation du jeu de rôle qu'on vous a donné est suffisante pour ceux qui ne connaissent pas? Est-ce que ça vous donne une idée de ce que c'est, ou est-ce que vous avez besoin de précisions supplémentaires dans la salle? Si quelqu'un a besoin de précisions supplémentaires, il suffit de lever la main et... Non, c'est bon? Et bien dans ces cas-là, on va passer un peu à la suite. Alors, donc je rappelle quelques conseils d'ingrédients pour réussir une partie de jeu de rôle. On attaque aussi. Alors, par être joueur, être maître de jeu, qu'est-ce que ça veut dire? Comment s'y prendre un peu? On t'écoute. Donc pour réagir justement à ce qu'on disait tout à l'heure, donc on n'aura pas forcément toujours un univers défini directement dans le livre. Ce qui est surtout important, c'est de s'amuser. Donc généralement, même s'il y a un système d'écrit, pas hésiter à pouvoir prendre des libertés dessus pour pouvoir s'adapter. C'est très très pénible aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Donc pour revenir sur la définition de tout à l'heure d'un jeu de rôle avec un univers décrit et des règles précises, c'est pas forcément toujours le cas, et même quand c'est le cas, il faut pas hésiter à s'adapter, notamment au niveau des règles, parce que parfois ça peut aller à l'entrave de l'amusement. Donc dans ces cas-là, il faut toujours donner la priorité aux joueurs. Et après, pour les jeux qui vont se renouveler... Pas. Je sais plus ce que je disais du coup. Merci. Je sais plus. Oui. C'est bien, il y en a deux qui suivent ici. Donc pas nécessairement collé aux règles, et surtout parce que c'est aussi ce qui amène, je pense, pas mal de gens vers la création, que ce soit en amateur ou plus en professionnel. C'est aussi laisser la marge à l'imagination et à la création. L'essentiel, c'est d'avoir un jeu qui corresponde aux besoins des joueurs plus que correspond strictement à ce qui est écrit dans le livre. Vraiment. Oui, tout à fait. Ça, c'est un aspect important du jeu de rôle, c'est qu'il y a une grande liberté. À la fois, le jeu propose des règles qui permettent d'avoir une cohérence, qui permettent que chacun ne se mette pas à dire ou faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Je me souviens que quand je jouais avec ma fille très jeune et qu'on racontait des histoires, elle, au bout d'un moment, elle avait tout de suite envie de dire « Ah, mais j'ai un super pouvoir magique qui me permet de détruire l'obstacle qui se présente devant moi. » Alors pour donner un petit peu de challenge aux joueurs et leur donner les moyens d'imaginer, c'est clair qu'il y a des obstacles et que ils n'ont pas la possibilité de dire j'ai le pouvoir de faire sauter l'obstacle d'un claquement de doigts. Donc ils vont devoir imaginer des moyens de rentrer dans le château fort, de découvrir le trésor, de libérer la princesse ou de résoudre l'intrigue de cour très complexe auquel ils sont confrontés. Donc ça nécessite un système de règles, mais c'est vrai qu'on peut le dépasser quand le plaisir de jeu et la cohérence de l'équipe fait que on n'a pas envie d'être arrêté par les règles. Et si on lance un jet de dés et que le jet de dés dit que la personne n'a pas réussi à sauter le précipice et que le livre de règles dit que elle s'écrase au fond du précipice, on n'a pas forcément envie de tuer un personnage d'un de ses joueurs. Et on va soit ignorer le résultat du jet de dés, soit faire semblant d'avoir obtenu un autre résultat.
Mais bon, il faut arriver à trouver un juste milieu entre les deux pour que l'histoire retienne une certaine crédibilité, un certain challenge. Alors pour revenir à la question, quels sont les ingrédients pour qu'une partie de jeu de rôle soit réussie ? Alors d'abord, il faut un maître de jeu et des joueurs. Alors on commence peut-être par les joueurs. Moi, ce qui me semble important pour les joueurs, c'est que les joueurs rentrent dans une démarche de faire confiance au maître de jeu pour rentrer dans une histoire avec lui et qu'ils soient capables d'écouter et de participer. Donc ça veut dire que aussi qu'ils se préoccupent de ce qui se passe dans le reste du groupe. Il va y avoir, mettons, 4 joueurs autour d'un maître de jeu. Et c'est vrai que souvent le joueur de jeu de rôle, il a envie d'interagir uniquement avec le maître de jeu, qui est son démiurge. Il a envie que son personnage progresse, découvre des trésors. Et donc parfois, il peut avoir un petit peu tendance, au moins au début quand il commence à jouer, à pas trop s'intéresser à ce que font les autres personnages. Puis au fur et à mesure qu'on joue, le maître de jeu va aider les joueurs à former un groupe, à former une équipe et à interagir entre eux. Et là, on a quelque chose d'intéressant qui se passe parce que les joueurs apprennent à agir ensemble, à se coordonner. Ils ont chacun des talents complémentaires sur leur fiche de personnage et donc ils vont pouvoir les utiliser pour accomplir des actions qu'ils n'auraient pas pu faire tout seuls. Et donc là, on a une magie qui se produit, qui est que les joueurs rebondissent sur les propositions les uns des autres. Parfois, ils sont confrontés à une difficulté. Par exemple, je prends un exemple vraiment très simple, mais ils doivent rentrer dans le château pour libérer quelqu'un ou dans un vaisseau spatial. Et il faut qu'ils imaginent une façon de rentrer, qu'ils repèrent où sont les gardes, etc. Et donc, en fait, ils vont discuter entre eux, parfois pendant assez longtemps, pour décider de la meilleure façon de faire. Et donc là, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe entre les joueurs. Pour ce qui est du maître de jeu, il y a quelque chose tout un tas de choses qu'on apprend sur le tas. Au début, c'est vrai qu'on a un petit peu tendance à se focaliser sur les règles. Et comme Laurent l'a rappelé, c'est pas l'essentiel. Ce qui est important, c'est de garder une certaine cohérence, mais c'est jamais pour soi, pour sauver son scénario. Le maître de jeu, c'est un peu un chef d'orchestre. Il a des instrumentistes en face de lui et il essaie d'en tirer le meilleur possible. Donc, il est à l'écoute des instruments que jouent les différents musiciens et puis il essaye de les amener à travailler ensemble et à s'exprimer. Donc il va avoir face de lui un joueur qui va être uniquement un stratège, tout ce qui va l'intéresser c'est la meilleure stratégie pour y arriver, un autre qui va être uniquement dans l'imagination et la poésie de l'histoire, un autre qui va être un gros bourrin qui va juste vouloir tuer le maximum de monstres, un autre qui est un manipulateur et tout ce qu'il a envie de faire dans la partie de jeu de rôle c'est d'arriver à susurrer quelque chose à l'oreille du seigneur du château pour en faire pour le manipuler. Un autre, tout ce qu'il aime c'est lancer les dés, ça arrive aussi. Et puis il y a d'autres personnages, c'est des optimisateurs, tout ce qu'ils veulent c'est avoir le meilleur personnage possible. Ils peuvent lire 200 pages de règles sur la création de personnages pour trouver le plus puissant possible. Et il y en a plein d'autres. Et avec tout ça, le maître de jeu, il va essayer de tirer le maximum de tout ça pour qu'il y ait une histoire qui se construise entre tous. Je laisse un peu la parole à mes partenaires. J'aimerais insister sur quelque chose, c'est vraiment le côté social, à savoir que lorsque les parties se passent bien, lorsque vraiment les joueurs ont l'impression de former un tout, lorsqu'ils ont des défis qu'ils ne peuvent dépasser qu'en étant vraiment ensemble, ça crée des liens entre les gens. Donc au-delà des personnages, les joueurs très souvent s'en souviennent et ils vont avoir envie de se revoir. Ça va créer des amitiés qui peuvent durer des années. Et je ne parle même pas des liens qu'il peut y avoir entre parents et enfants, puisque c'est mon cas. Encore une fois, j'ai des liens avec mes enfants qui sont très très particuliers et qui m'ont permis de faire des activités absolument tout le temps avec eux. Ils ont maintenant 19 et 21 ans et on continue à pratiquer. Mais au-delà de ça, j'ai beaucoup déménagé, j'ai créé de nombreux groupes et parfois 20 ans après, par Internet, il y a des gens qui, via le GROG, qui contactent. Je voudrais parler à Hervé Jeune, j'ai vu qu'il était par là. Est-ce que... Encore une fois, c'est, je trouve, le loisir le plus social que j'ai jamais trouvé, à savoir que
ça crée des souvenirs extrêmement forts. Meilleures sont les aventures, meilleurs sont les liens entre les gens. Plus ça donne envie de revoir ces gens-là, de continuer avec eux. Ça ne veut pas dire que ça se passe toujours parfaitement, hein. Parfois, il y a des joueurs, les goûts ne sont pas les mêmes et puis on passe à autre chose, on ne se voit plus. Mais au niveau des amitiés, les plus fortes que j'ai jamais trouvées, c'est dans le jeu de rôle. On peut certainement trouver des choses similaires ailleurs, mais potentiellement, ça permet de vivre des choses extrêmement intenses et qui restent totalement indélébiles, des souvenirs extrêmement agréables qu'on gardera toute sa vie. Pour résumer, ce que vous venez de dire, il y a un truc qu'on dit beaucoup dans le sud-ouest. Non, mais j'en ai pas besoin. Si, c'est parce qu'on enregistre. Donc, certains d'entre vous connaissent pas mal les assos et les conventions de jeux de rôle qu'il y a dans le sud-ouest. On se voit régulièrement à ces événements-là. Et il y a quelque chose que l'on dit régulièrement entre nous, en tout cas pour tout ce qui est Midi-Pyrénées et Aquitaine, c'est que le jeu de rôle, c'est une grande famille. Et ça résume tout à fait ce que vient de dire Hervé. Alors moi je connais pas du tout le jeu de rôle, hein, donc voilà. Si j'ai bien compris, donc en fait il y a un bouquin, il y a un maître de jeu, il y a des joueurs. Pour commencer une belle histoire, petite histoire, mais belle histoire, il faut au minimum 4-5 joueurs, ou à partir de 3 joueurs on peut faire une belle histoire, enfin je sais pas. Est-ce qu'il y a des prérequis entre guillemets? Alors en fait il y a toute une série de jeux différents qui existent. Chacun pour des types de parties et de configurations on va dire différentes. Il y a des jeux qui existent qui sont faits pour jouer à 2. C'est assez rare. La majorité des jeux de rôle sont conçus pour se jouer, on va dire, avec 3 et 5 joueurs, plus ce joueur particulier qu'on appelle meneur de jeu. Donc, on va dire, ça va de 2 à 6 en gros. Mais après, rien n'empêche de faire plus, c'est juste pour des questions de pratique et pour des questions de... c'est pas toujours évident non plus de se réunir à plus pour jouer sur une longue durée, puisque c'est souvent des jeux qui sont assez longs. Alors c'est pareil, il y a des jeux qui existent qui sont courts, comme les jeux de plateau, comme les jeux traditionnels, il y a toute une multitude de formats. Mais le plus courant, le traditionnel, on va dire, c'est 3 à 5 joueurs plus le meneur de jeu. Et après, ça varie. Pour rebondir sur un point qui a été évoqué par la plupart des personnes qui ont parlé là-dessus avant, c'est par rapport à un jeu de plateau classique. En fait, dans le jeu de rôle, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, puisqu'on n'est pas, on est limité par l'imagination et on décrit ce que fait un personnage, en général, et donc on peut faire dire que ce personnage fait à peu près tout ce qu'on souhaite. Le problème par rapport à ça, c'est que très souvent, alors c'est de moins en moins vrai, mais très souvent, on a du mal à faire des règles qui permettent de gérer tous les cas possibles. Et des fois, c'est d'ailleurs pas très intéressant. Donc du coup, on a un truc qui se fait beaucoup dans le jeu de rôle et pas trop ailleurs, qui est de dire, ce que disait Laurent, en gros, les règles, on s'en fout. On s'en fout parce qu'on ne pourra pas tout gérer. Et tout ça amène à ce qu'il faut qu'il y ait une qualité, qui existe aussi dans les autres jeux, bien sûr, hein, mais qui doit être encore plus importante dans le jeu de rôle, et c'est ce dont parlait Hervé, je crois, c'est il faut que les joueurs se fassent confiance. En fait, il faut être dans un cadre où on peut avoir une compétition entre les personnages, puisqu'on écarte des personnages. Par contre, il faut que les joueurs soient d'accord pour jouer ensemble. Et soient d'accord pour continuer à jouer ensemble. Et le premier ingrédient d'une partie réussie, c'est sans doute ça. Alors, il y a plein de noms très compliqués pour dire ça, pour les gens qui passent trop de temps à réfléchir au jeu de rôle. Mais en gros, l'idée, c'est ça. C'est, on va jouer à un jeu où on peut dire tout ce qu'on veut. Et il y a un mec à la table, il va décider si je gagne ou pas. Ce mec-là, si je lui fais pas confiance, a priori c'est mort. Je vais avoir du mal à m'amuser, quoi. Ou alors il va falloir que je l'embête pas mal pendant la partie pour lui prouver que j'ai raison et qu'il a tort. En général, ça fait pas des parties très intéressantes. Moi, j'aurais 2 questions à vous poser. J'espère que vous les trouverez pas hors sujet par rapport au point qu'on aborde actuellement. Donc la première question, en fait, c'est en tant que meneur de jeu, est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir demander à un joueur de quitter la partie parce que vous trouviez qu'il alourdissait, enfin que ça pouvait pas continuer avec lui? Et est-ce que ça vous est déjà arrivé en tant que joueur la même situation? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez fait dans ces 2 cas?
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est arrivé? Moi, je peux en parler aussi. Alors, j'ai eu effectivement le cas d'un joueur qui n'écoutait pas les autres et qui monopolisait, on va dire, toute l'attention, qui essayait de monopoliser l'attention du meneur de jeu. Ce n'est pas moi qui lui ai dit de partir, ce sont les autres joueurs qui lui ont dit de partir. Par ailleurs, ça m'est arrivé en tant que joueur de ne pas prendre mon plaisir, de ne pas avoir des goûts communs avec les autres. Et plutôt que d'attendre qu'on me dise de partir parce que j'avais pas les idées qu'il fallait, j'ai proposé que je parte et voilà, ça s'est bien passé. Dans certains cas, c'est vrai que ça peut mal se passer quand quelqu'un n'arrive pas à se rendre compte, on va dire, qu'il n'est pas dans la même ambiance que les autres. Mais si on écoute les autres, ou bien on peut s'arranger pour être dans la même ambiance et ça se passe bien, ou bien on n'y arrive pas, et à ce moment-là, le mieux, si on écoute, c'est de partir. Si on est conscient de ça, si on est prêt à écouter les autres, il n'y a pas de problème. Si effectivement on n'écoute pas, là il peut y avoir des fois où ça peut être mal vécu. Autre exemple? Moi j'ai eu le cas une fois, j'avais une équipe de joueurs, on jouait depuis très longtemps ensemble et en fait il y en avait deux qui étaient un petit peu les meneurs de la partie, qui avaient toutes les idées pour avancer, pour faire des choses, et puis il y en avait deux autres qui étaient là que pour les combats. Donc ils attendaient que ça se passe la plupart du temps, assez passif. Et bon, ça se passait bien la plupart du temps. Puis un jour, un des deux meneurs était absent. Et puis l'autre en a eu marre au bout de 2 heures d'être le seul à dire on fait ci, on fait ça. Et il a décidé de dire je fais plus rien, je vous laisse faire. Et les deux autres étaient totalement inertes. Hein. C'est-à-dire que j'arrivais, je leur disais bon voilà, ils voulaient acheter des armes de contrebande au marché noir pour une mission. Qu'est-ce que vous faites? Pas d'idée. Vous trouvez un contrebandier, vous arrivez chez lui, qu'est-ce que vous faites? Pas de réponse, etc. Donc ce genre de choses peut arriver, mais bon, on gère en faisant des suggestions aux joueurs, ou alors et puis c'est vrai que la fois suivante, on s'arrange pour retravailler la composition de l'équipe pour recréer une dynamique de groupe. Donc, simplement, j'aurais une question plus particulièrement pour les auteurs. Ce que je me pose, c'est tout à l'heure, Stéphane a expliqué que à partir d'un seul jeu, on peut jouer à peu près tout ce que l'on veut, et finalement c'est parce que les joueurs demandent à avoir du renouveau et tout le temps des nouveaux jeux, des nouveautés qui font que les auteurs sont là pour y répondre. Mais du côté des auteurs, imaginer tout le temps des nouveaux jeux, ça doit imposer déjà d'avoir une forte connaissance, de savoir ce qui a déjà été fait pour pas reproduire peut-être sortir un jeu qui aurait déjà été fait précédemment. Et après vous-même, est-ce que vous avez le temps de pouvoir jouer vous-même aux jeux des autres éditeurs, ou est-ce que vous pouvez prendre le temps alors que quand on voit la taille des livres, les quantités d'informations que vous pouvez avoir à donner, et les quantités de nouveautés qui sont proposées chaque année, on peut imaginer que vous avez beaucoup de temps à consacrer rien qu'à la création de tous ces livres, de tous ces univers. En fait, on est bien sûr obligé de se renseigner un petit peu quand même. Mais après sur le reste, oui, ça prend énormément de temps. Et si on veut tester son jeu, on a le temps disponible aux parties qui est pas mal occupé à ça. Il faut voir que la plupart des auteurs de jeux de rôle font un autre boulot à côté. Il y en a très très peu qui font que ça. Et du coup, c'est du temps de loisir, quoi. Le temps de loisir, on n'en a pas toujours des masses. Après, ce qui se passe assez souvent, c'est que la plupart des auteurs se connaissent entre eux. Donc ça arrive régulièrement qu'on teste les jeux des uns des autres, notamment quand on va en convention, des choses comme ça. Mais par affinité, quoi, tout simplement. Après, il y a un auteur assez connu qui a l'habitude de dire que quand un jeu... que lui, il arrête de jouer à un jeu quand il sort, en fait. Et c'est souvent vrai.
Mais donc vous êtes souvent en train de tester des jeux qui ne sont pas encore sortis entre vous, ce qui veut dire qu'en fait entre auteurs vous formez également une famille entre vous et vous entraidez continuellement sur les jeux. C'est bien ça. Ça arrive assez régulièrement. Ouais. Mais après globalement par rapport à la vision de famille entre joueurs, étant rôliste, je sais bien que c'est une famille qui n'est pas du tout fermée, c'est une famille qui est largement ouverte et qui accueille très largement n'importe qui. Et au niveau des auteurs également, vous avez donc des auteurs qui arrivent fréquemment, le contact se fait facilement avec les nouveaux auteurs, vous avez des points de rencontre, peut-être par le GROG, je sais pas, ou par les conventions et par les festivals peut-être. Alors personnellement, j'appartiens à un groupe d'auteurs en fait, le Studio 09, et qui justement accueille régulièrement de nouveaux auteurs, de nouvelles personnes. Ça se passe souvent sur des forums ou des contacts qu'on peut avoir en convention. Des personnes qui ont envie d'essayer d'écrire quelque chose et de se dire voilà, est-ce que quelqu'un pourrait nous donner la chance en fait. Et souvent notre collectif sert à ça. On peut voir des personnes qui sont actives sur des forums ou sur des conventions et qui nous interpellent en fait. Et nous, notre rôle, c'est justement de leur donner leur chance. Ensuite, avant d'être publié, effectivement, il va y avoir plusieurs étapes où là, l'auteur va réaliser ce qu'est le fait d'écrire vraiment quelque chose pour le grand public et pour le fait de sortir. Donc après, il y en a qui abandonnent entre-temps. Mais en tout cas pour nous, notre collectif, effectivement, c'est d'essayer de donner la chance à tout le monde. Parce que nous, on a eu un moment la chance de rencontrer quelqu'un qui nous a dit ok, écris-moi quelque chose pour voir ce que ça donne. Nous, on rend l'appareil sur les gens qui n'ont pas eu cette chance pour effectivement leur donner l'occasion d'écrire et de se confronter à ça. Ouais, j'ai une petite question. Vous avez parlé tout à l'heure excusez-moi. Vous avez parlé du jeu de rôle où c'était un MJ avec des joueurs tout autour. Il y a certains jeux de rôle qui apparaissent depuis quelques temps déjà, les jeux de rôle à narration partagée, où ce sont les joueurs qui vont créer la fiction avec un système de règles. Et là, en fait, c'est le monde à l'envers parce que c'est les règles qui créent le jeu et qui sont indispensables, en fait. Pour vous, est-ce que c'est vraiment du jeu de rôle ou est-ce que c'est autre chose ? Alors en fait, dans tous les jeux, c'est les règles qui créent le jeu. Et pas que dans le jeu de rôle. Donc ces jeux-là, ils ont très très peu de différence avec les autres. La différence qu'il va y avoir, c'est effectivement potentiellement le fait qu'il n'y ait pas de meneur. Mais finalement, c'est la même chose. Il y a quelqu'un qui tranche. Ce quelqu'un, ça peut être le groupe des autres joueurs, ça peut être du consensus. Je sais pas si c'est nécessaire de citer les jeux, mais il y en a un paquet qui font ça. Enfin, tous ces jeux, en fait, qu'ils soient traditionnels, qu'ils soient autorité partagée ou pas, vont résoudre les mêmes fonctions. C'est-à-dire que bien au-delà, un jeu de rôle, avant d'être un jeu de rôle, c'est un jeu. Et bien avant, savoir qui parle ou comment, va falloir fixer un objectif au jeu. Va falloir voir comment les règles veulent que les joueurs se comportent entre eux. Souvent dans le jeu de rôle, on oublie que les règles sont d'abord faites pour les joueurs avant d'être faites pour les personnages. Mais globalement, ces jeux-là n'ont que très peu de différence. La principale étant la différence de MJ. C'est juste que la notion de MJ, c'est tellement ancré dans l'habitude de jeu de rôle. Et autour de la table, on a Stéphane parlait de 30 ans, c'est ça, de jeux de rôle. On a un paquet d'années de jeux de rôle, et comme tous les gens qui ont un paquet d'années de jeux de rôle, quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, faut s'adapter. Ce modèle-là, c'est juste très différent de ce qu'on a connu. Alors certains pensent que c'est pas du jeu de rôle, certains pensent que ça en est. Moi, je serais d'avis de dire peu importe tant que c'est des bons jeux, quoi. Je suis d'accord. La question précédente m'y a fait penser, c'est que tout à l'heure sur la table j'ai vu un jeu où il y avait écrit maître de jeu tournant. Donc ce que je comprends pas, c'est comment c'est possible. Il ne doit pas y avoir de scénario précis, ça doit être de l'improvisation. Sinon, il y a le premier maître de jeu regarde le scénario et quand ça change, il le dit aux autres joueurs.
C'est... Oui, c'est clair qu'il peut pas y avoir un scénario. Je crois pas qu'il y a des scénarios tout écrits pour les jeux comme ça. Là, on parle de la table continue du stand. Tu vois de quoi je parle, Jérôme? D'accord. Enfin, je connais le principe, mais pas forcément bien. Alors, il y a plein encore une fois, de types de jeux qui existent. Et sur le fait d'avoir un MJ tournant, en fait, tu as des jeux qui existent où tu as le scénario se lit par acte, en fait, par partie de scénario. Et donc, chaque MJ va se voir attribuer une partie du scénario. Donc, le premier va lire le début, le second le milieu et le troisième la fin, par exemple. Et du coup, on va garder des surprises. Et dans ce type de jeu, ça va même être rédigé de façon à ce que le premier MJ, en fait, ait des surprises quand il sera joueur lors de la seconde partie ou de la troisième partie. Après, il y a d'autres jeux, c'est plus courant quand il n'y a pas de MJ, qui essayent de créer d'abord une situation. C'est-à-dire, on va pas forcément voir un enchaînement de scènes. On va essayer de mettre en place un village, par exemple. Alors, ça dépend des thèmes des jeux, mais c'est souvent une unité géographique, un lieu. Et on va essayer de voir qui sont les personnages qui sont là-dedans, ce qu'ils veulent, quel est leur problème. Et une fois qu'on a ça, les joueurs peuvent jouer ensemble et il n'y aura pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de secret à découvrir. C'est comme si c'était un énorme jeu de domino, en fait. Et les joueurs au milieu vont commencer à en bouger un et on va voir comment le reste tombe. Et il va se passer plein de choses et on va s'amuser autant que dans un jeu classique. Il y aura les techniques vont être un peu différentes. Par exemple, on pourra difficilement faire une grosse surprise à la fin du scénario. C'est un peu plus compliqué. Par contre, on pourra favoriser de la surprise tout au long du jeu. Puisque justement, on sera confronté à ce que les autres vont dire. On ne sera pas dans une situation où c'est un qui décide et les autres qui essayent de deviner ce que la personne pense qu'il est bon de faire pour terminer le scénario. Et on va s'amuser en fait sur des ressorts un petit peu différents. Après, je sais pas si tu parlais de Super ou pas. Donc justement, dans ceux qui sont proposés avec MJ Tournant, il y a un jeu qui s'appelle Sweepers Inc., donc que je propose en démo, où c'est un MJ Tournant dans le sens où, comme disait Jérôme, on va proposer une situation de départ, en l'occurrence un vaisseau spatial abandonné, qui va changer à chaque fois. Et le jeu, pour encadrer la narration, va donner un principe simple. En l'occurrence, vous êtes des vétérans, vous allez explorer des vaisseaux, récupérer des ressources. Et en partant de ça et du système de règles, les joueurs vont pouvoir, à tour de rôle, décrire ce qu'ils font dans le vaisseau, ce qu'ils découvrent, les scènes, s'ils rencontrent des ennemis. Et l'intérêt dans ces types de jeux, c'est d'avoir... Déjà, c'est moins les joueurs qui vont se concerter pour faire face à une situation donnée, c'est plus réagir directement. Un joueur décrit, le suivant soit rebondit sur ce que l'autre a fait, soit prépare un peu l'avance pour ce qu'il va décrire, et mettre des petits mécanismes pour qu'il y ait des échanges entre les joueurs, pour qu'un joueur ne se retrouve pas tout seul confronté à la narration comme le MJ par exemple pourrait l'être, mais qu'il ait des coups de pouce de ses camarades qui vont lui poser des questions, apporter des éléments. Et là-dessus, au niveau du scénario, on va essayer d'apporter justement des pistes, soit une ambiance, soit des objets, des termes utilisés, qui vont permettre que chacun, de son côté, puisse construire l'histoire, mais que naturellement, il y ait des interactions entre les joueurs pour qu'ensemble, ils écrivent le film ou le roman avec une finalité précise. Je vais rajouter quelque chose aussi, même dans un jeu de rôle dit traditionnel, le rôle du meneur de jeu peut varier énormément et le côté meneur tournant peut aussi arriver. Par exemple, dans un monde que plusieurs personnes connaissent très très bien, ça m'est déjà arrivé à certains moments d'être joueur avec un meneur et de décider brusquement, le meneur me dit tiens, la prochaine fois c'est toi qui continue, on a fini un scénario, t'en fais un autre, avec les mêmes personnages exactement. Donc il est tout à fait possible de changer, surtout quand les gens se connaissent bien, connaissent très bien le monde et les règles. Et même à certains moments, il arrive que le meneur ne serve absolument à rien. Il peut y avoir des huis clos, des endroits où les joueurs et les personnages, on va dire, sont entre eux et maîtrisent absolument tout.
Et le meneur de jeu ne fait rien d'autre que les écouter. Et les joueurs décident de tout ce qu'ils font. Ils ont absolument tous les éléments. Ils n'ont pas besoin du meneur. Donc vraiment, tout est possible. Et il ne faut pas croire qu'un jeu de rôle dit traditionnel ait absolument besoin de toujours un meneur, des joueurs. Et puis, ça se limite à ça. On peut être amené à avoir des tas de situations très différentes. Et les rôles des uns et des autres, comme joueurs et comme meneurs, peuvent varier énormément d'une partie à l'autre. Alors j'ai une question simple. En fait, je connais pas du tout les jeux de rôle. Demain, je vais découvrir ça. Et en fait, je me demande si en fait la durée du jeu varie. Est-ce que ça peut faire un week-end complet? Est-ce que c'est une soirée? Est-ce qu'il y a des durées minimum ou pas? Après, je crois qu'il y a des jeux où les gens sont habillés, ont des costumes. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut les louer? Est-ce qu'on nous les prête? Comment ça se passe? Alors pour la durée du jeu, tout est possible. En fait, ça dépend de ce que souhaite faire le groupe. Moi, au long de ma longue carrière, j'ai eu des fois où on jouait 2 heures tous les mardis soirs, et on a fait ça pendant 3 ans. J'ai eu des fois où on se réunissait que tous les 2 mois, mais là, on y passait tout le samedi et une partie de la nuit de samedi à dimanche. J'ai eu des fois où on faisait juste une partie de 2 heures avec des joueurs parce qu'on avait trouvé juste ce créneau-là. Tout est possible en fait, puisque comme on invente l'histoire, on peut faire des histoires extrêmement longues. Alors il y a un truc que les joueurs de jeux de rôle aiment beaucoup, c'est voir leurs personnages évoluer et progresser. C'est-à-dire qu'à la fin d'une histoire, ils gagnent souvent des points d'expérience avec lesquels il peut améliorer certaines compétences, devenir plus fort, apprendre à faire des nouvelles choses. Et donc le joueur est souvent assez accro à ça et aime bien que l'histoire continue pour qu'il puisse vivre de nouvelles aventures dans le même monde. Et donc souvent ça donne des histoires à rallonge qu'on appelle des campagnes, donc qui sont des successions de scénarios, mais c'est aussi possible de faire des histoires très courtes. Voilà. Pour la deuxième question à propos des costumes, là les jeux de rôle dont on parle aujourd'hui, c'est autour d'une table avec des dés ou des cartes. On n'a pas besoin d'être en costume, on n'a même pas besoin forcément d'interpréter son personnage. Par exemple, si le personnage est en colère, il n'y a pas forcément besoin d'interpréter la colère, il suffit de dire un tel est en colère, ou au contraire on peut mimer la colère si on en a envie. Tout est possible, mais par contre on ne ressent pas le besoin de s'habiller spécialement. C'est une autre forme de jeu qui s'appelle le jeu de rôle grandeur nature, là, qui nécessite beaucoup plus de préparation, puisque là les gens se font des costumes et jouent en plein air. Il faut voir que là encore, on n'est pas limité. C'est-à-dire qu'autour d'une table de jeu de rôle sur table, on peut très bien venir avec des costumes, on peut jouer son personnage ou au contraire se contenter de lancer des dés. Tout est encore une fois possible. En général, plus on joue son personnage avec des accessoires ou sans accessoires, et plus on fait passer facilement des émotions, des idées, des relations aussi avec les autres personnages. Pour le grandeur nature, où là effectivement on se costume et puis on mime véritablement les actions des personnages, le problème principal qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a des choses qu'on peut difficilement faire. Si on joue à des jeux de super-héros, en grandeur nature, c'est assez difficile de mimer je vole ou alors je démolis un mur. Ça leur coûtera en tout cas peut-être très cher. Donc le jeu de rôle grandeur nature demande plus de préparation, il a aussi plus de limites, c'est une autre forme de jeu de rôle, moins à portée peut-être, qui demande également peut-être plus d'argent, plus de temps à préparer, plus de contraintes, mais qui apporte aussi d'autres choses. C'est vrai que lorsqu'on est autour d'une table et que le meneur de jeu dit vos personnages sont dans une forêt, c'est la nuit, et puis les joueurs disent ouais, je vois des ennemis, j'attaque, etc. C'est une très bonne chose, bon très bien. En jeu de rôle grandeur nature, il faut savoir que je suis forestier. Je connais très bien les forêts. Ça m'est déjà arrivé de participer à des jeux de rôle grandeur nature
en pleine forêt, en pleine nuit, je peux vous assurer qu'en pleine nuit, moi qui ai l'habitude des forêts et en plus, je vois très bien dans le noir, personne n'a jamais réussi à me rattraper. Par contre, nombreux sont les joueurs à avoir essayé de me poursuivre et à avoir pris une branche, voire un mur, et à se rendre compte que la nuit en forêt, c'est pas du tout comme on croyait autour d'une table. Là, on se rend compte que véritablement, il y a une différence entre le jeu et la réalité. Donc ça apporte des choses très différentes. Beaucoup d'imagination autour d'une table, des relations différentes en grandeur nature, et la confrontation avec le concret, et parfois des belles surprises, des frayeurs aussi, des douleurs même parfois, mais toujours du plaisir. C'est pour ça que je préfère jouer autour d'une table, moi, sans hésitation. Peut-être en résumé, si vous voulez commencer, le mieux c'est de se rapprocher des nombreuses associations qui existent, parce qu'il y en a plein, surtout dans la région, qui sont très très bien organisées. Et selon ce qui vous intéresse le plus, souvent ces associations font des types de jeux différents. Donc, on a parlé du jeu de rôle sur table. Là, tous les intervenants sont plutôt des spécialistes du jeu de rôle sur table plutôt que du grandeur nature. Donc nous, on vous parlera plus facilement de ça. Disons que c'est souvent des choses qui se pratiquent sur l'échelle d'une soirée qui coûte quasiment rien pour commencer. Vous avez donc les grandeurs nature dont on a parlé, où là ça se joue souvent sur tout un week-end et ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est quelque chose qu'on va faire moins souvent dans l'année. Et là on est en costume. Très souvent les associations qui organisent ça essayent de louer des lieux qui sont un peu prestigieux pour le faire, enfin pas prestigieux mais bien choisis. Et vous avez un troisième mode qui est souvent utilisé par l'une ou l'autre par les associations qui font déjà l'un ou l'autre, qui sont ce qu'on appelle les soirées enquêtes ou les murder parties, où en gros c'est comme un petit comme un petit grandeur nature, pardon. C'est-à-dire qu'on va se déguiser, qu'on va avoir un scénario. Par contre, ça va se jouer dans le cadre souvent d'une soirée. Et souvent, on est dans le cas d'un meurtre où il faut trouver le coupable. Et ça va être surtout des discussions. Ça se rapproche un peu de ce que tu disais tout à l'heure à l'histoire du huis clos. Et c'est quelque chose qui est, à mon avis, si vous aimez vous déguiser, etc., une façon très agréable et très facile de rentrer dans le jeu de rôle. Parce que là, on vous embête généralement assez peu avec les règles ou avec les contraintes logistiques conséquentes. Il suffit de venir et d'essayer de faire ce qu'on a marqué sur la feuille, d'essayer d'être le personnage qu'on prétend être. Pour revenir à la question précédente, vous avez parlé d'un seul maître de jeu, vous avez parlé de maître de jeu tournant. Il n'y a pas très longtemps, en fait, on a été confronté à une table à 2 maîtres de jeu, en fait, où ça a fait juste du ping-pong, des groupes qui se formaient, où du coup ça permettait de mettre un maître par groupe. Est-ce que vous y avez déjà été confronté? Vous en pensez quoi? Alors moi, effectivement, ça m'est déjà arrivé d'avoir une table avec 2 meneurs de jeu. C'est toujours un petit peu la même situation que celle que je décrivais l'autre fois, à savoir qu'on était 2 meneurs de jeu habituels dans le même monde et avec à peu près les mêmes règles. Et à certains moments, on se partageait le travail, à savoir que les personnages, par exemple, se divisaient en 2 groupes. Eh bien, il y avait un meneur qui prenait un groupe et l'autre qui prenait les autres joueurs. À un autre moment, l'autre personne était meneur, on arrivait à un endroit et puis un personnage avait une question assez précise. Le meneur savait que je savais parfaitement bien répondre, il me disait vas-y Hervé, est-ce que tu peux répondre? Et à ce moment-là, c'est moi qui faisais le meneur. Encore une fois, dans un jeu de rôle, il faut essayer de trouver l'alchimie entre tout le monde de manière à ce que chacun trouve sa place. Place de meneur, place de joueur, voire place un peu entre les deux. Il n'y a pas de limite, que celle qu'on veut bien se donner.
Moi, ça m'est arrivé une seule fois de jouer avec 2 maîtres de jeu. C'était pour un scénario très particulier d'un jeu qui s'appelait Unknown Armies. Et en fait, c'était un scénario préécrit où on devait être au moins 8 joueurs en tout cas. Et ça racontait une prise d'otage. Donc il y avait une partie des joueurs qui étaient des prisonniers évadés d'une prison et qui avaient leurs objectifs propres et qui prenaient en otage les autres joueurs. Donc moi je jouais personnellement l'épouse du fermier qui était pris en otage. Et j'ai réalisé au cours de la partie que j'étais un automate fabriqué quelques années avant par ce personnage qui pratiquait une forme de magie assez bizarre. Et en fait, chaque maître de jeu donc prenait le groupe à part puisqu'il y avait des objectifs un petit peu différents et donc c'était une expérience très sympa, mais voilà, c'est unique, quoi. Ça m'est pas arrivé à d'autres occasions, mais ça pourrait se faire aussi, comme l'a dit Hervé. Oui, voilà. Mais souvent, c'est déjà difficile de trouver un maître de jeu et 3 ou 4 autres joueurs. Hein. Donc, partir sur 2 maîtres de jeu, c'est quand on a le luxe de pouvoir le faire. Ouais. Moi, je voulais juste rebondir là-dessus parce qu'il m'est arrivé à l'inverse d'avoir 2 tables et d'être le seul meneur de jeu avec 2 tables où j'allais voir les tables les unes après les autres. Donc ils préparaient un peu leur plan secret et démoniaque dans leur coin et chacun de leur côté. Et après, au bout de 2 heures, 2 heures et demie, on a fait qu'une seule table et ça a fait des étincelles et c'était assez marrant. Voilà. Donc on parlait à l'instant d'avoir 2 meneurs sur une partie. Quand vous créez un jeu, que vous imaginez le système qui sera le mieux adapté à votre jeu, j'imagine que vous allez déjà définir le système par rapport à l'action que vous voulez mettre dans votre jeu, le réalisme, ce genre de choses. Est-ce que vous pensez également au nombre de joueurs moyens que devrait y avoir sur ce genre de partie? Je veux dire, est-ce qu'il y a des jeux qui sont plus adaptés pour être sur 5 ou 6 joueurs? Est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient être plus intéressants à 10 ou peut-être 20 joueurs? Ou est-ce que généralement justement vous pensez toujours qu'à cette moyenne de 5-6 joueurs par table? Alors, je vais parler un petit peu de mon expérience. Il faut voir que quand j'ai commencé le jeu de rôle en 1980, il y avait très peu de gens qui faisaient du jeu de rôle. Ça m'est arrivé pendant plusieurs années d'avoir un seul joueur. Bon. À côté de ça, quand j'ai commencé à faire découvrir le jeu de rôle, notamment au lycée, ça a eu un succès assez fantastique. Et les gens voulaient jouer, les gens voulaient jouer, les gens voulaient jouer. Et le nombre de joueurs a augmenté, a augmenté, a augmenté. Et très rapidement, on s'aperçoit que le meneur de jeu, très vite, est limité. C'est-à-dire qu'au-delà de 7 joueurs, et c'est déjà beaucoup, 7 joueurs, il est très très difficile d'arriver à écouter tout le monde, de faire tourner la parole, et rien que ça limite. Ou alors il faut des règles extrêmement strictes qui limitent les gens et il faut qu'ils soient d'accord. Également, ce qui se passe très rapidement, j'ai fait jouer jusqu'à 10 joueurs à la fois, ça ne tient jamais. C'est-à-dire que déjà, à 5-6, ça arrive assez souvent, mais à 10, c'est presque automatique. Les joueurs ont des affinités, ils vont se séparer, ils vont faire des groupes différents. Et à ce moment-là, on est obligé d'aller d'une table à l'autre. Moi, je dépasse jamais 5. Hein. Je ne suis pas capable, en tant que maître de jeu, de gérer plus de 5 personnes et d'être assez attentif à chacun d'eux. Hein. Et au bout d'un moment, il y a des joueurs qui s'ennuient quand on est trop nombreux parce que on a envie d'être sur le devant de la scène et de faire des choses. Et pour ça, il faut pouvoir parler devant le groupe. Donc voilà, si le groupe est trop nombreux, c'est difficile. Vous avez d'autres expériences ? Pour ce qui est de la création, puisque la question était un peu là-dessus aussi, moi je sais que très clairement c'est une question que je me pose jamais. Par contre je sais que c'est une question que je devrais me poser. Mais comme d'habitude je joue avec mes amis et que je fais d'abord des jeux pour jouer avec eux, en fait je fais des jeux pour jouer au groupe, pour jouer au type de table auquel je joue en fait. C'est aussi simple que ça. Par contre il y a d'autres jeux qui sont faits pour jouer avec un nombre de joueurs différents. Il y a un jeu qui a été commercialisé il y a quelques années par une maison d'édition qui s'appelle John Doe. Le jeu s'appelle Patient 13. Patient 13, pardon.
Et ce jeu, au départ, dans sa première version, c'était un jeu qui était fait pour jouer à 2. Alors c'était un jeu où on jouait, on joue toujours un fou dans un hôpital psychiatrique et on ne sait pas trop ce qu'est la réalité, pour faire simple. Et donc on jouait, un jouait le patient et l'autre jouait le docteur. Il y a alors votre voisin tout à l'heure parlait des jeux à narration autorité partagée. Il y a pas mal de jeux dans cette veine-là aussi qui proposent des types de groupes différents. Enfin, quand je dis types de groupes différents, pardon, c'est non seulement des tailles de groupes différents, mais c'est aussi des rôles différents. C'est-à-dire qu'on peut avoir, je pense à un jeu par exemple. Alors c'est un jeu norvégien un peu bizarre, hein, où on joue une famille qui a vécu un drame et en fait dans cette famille il y a des rôles qui sont alloués, c'est-à-dire que tous les joueurs ne vont pas jouer la même chose et que ces rôles sont déjà déterminés en fait dans le jeu. Ça se joue à 3 je crois. Et après, comme d'habitude, comme dit Hervé, on n'est pas limité quoi. Moi je sais que juste que sur les jeux sur lesquels je bosse en général, je me pose pas la question que je devrais. Je me pose une question, c'est est-ce qu'il est possible de changer de mode de jeu? Enfin, ce que je veux dire, c'est de passer à un MJ fixe, d'un MJ fixe à un MJ tournant. Oui, rien n'empêche. Et il y a même des jeux... alors c'est pareil, hein, c'est un vieux jeu un peu particulier, mais il y a un jeu qui s'appelait Prince Vaillant, qui fonctionnait là-dessus en fait. Alors c'est pareil, hein, c'est un jeu atypique, mais ce jeu-là, il fonctionnait comme des jeux classiques, c'est-à-dire avec un meneur de jeu et des joueurs de façon, oui, tout à fait classique. Sauf que le meneur de jeu, en fait, il pouvait déléguer, un peu comme disait Hervé tout à l'heure, déléguer à un joueur le fait de maîtriser, en fait, de mener une partie de la partie. Et il donnait, alors ça nous fait un peu bizarre aujourd'hui, mais des espèces de bons points. Et ces bons points servaient à jouer une scène ou une partie de scénario ou autre chose. Et en échange, les joueurs qui passaient meneur de jeu pour un temps recevaient un pouvoir particulier pour leur personnage, dont ils pouvaient se servir une fois. Là, j'ai pas d'autres exemples en tête, mais c'est un jeu qui était même prévu pour faire ça en fait. Légende de la garde. Sur Légende de la garde, on... Ah bon? Et, le scénario se passe en 2 temps. Dans un premier temps, c'est le meneur de jeu qui raconte les événements. Oui, t'as le tour du meneur et le tour des joueurs. Les joueurs subissent. Et le tour suivant, ce sont les joueurs qui décrivent les scènes et le meneur qui subit. Les Mousses de Guard, c'est ce principe-là. D'accord, Ouais. Bah on l'a eu en test il y a 2 ans à RPGers, mais il n'est pas revenu avec l'année dernière. Donc t'as peut-être pas vu l'année dernière. Si, mais en fait on y joue avec Laurent. Enfin, on y a joué avec Laurent alors sincèrement, j'ai plus le texte de règle en tête. C'est plutôt une phase d'évolution de personnage. Alors non, c'est pas que l'évolution, c'est les joueurs proposent en fait ce qu'ils vont faire et disent leurs actions de façon relativement classique. En gros, c'est divisé en 2 temps. Il y a un temps où le MJ en met plein la tête aux joueurs. Et il y a un temps où les joueurs essayent de résoudre les problèmes. Alors dans ce jeu-là, c'est très formalisé, en 2 tours différents. Mais de mémoire, ça n'est pas jusqu'à la description de scène. Par contre, sincèrement, ce serait du point de détail. Mais ça propose au moins déjà de diviser les choses. Et pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure, ça peut être un moyen d'aller vers ça en tout cas. Si ça correspond pas tout à fait à la case, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que ça te propose des façons de jouer qui t'intéressent et que derrière tu puisses en faire quelque chose et t'amuser avec les gens avec qui tu joues, quoi. Le reste, le comment, c'est pas très très grave.
Ouais, par contre, ça marche pas toujours avec les joueurs, hein. Moi, je l'ai essayé aux Légendes de la Garde. Là, donc, il y a la phase où les joueurs vont un petit peu créer une partie de leurs aventures, en partie aussi pour récupérer de difficultés qu'ils ont eues avant. À l'anneau unique aussi, auquel je joue en ce moment, il y a une phase qui s'appelle phase de communauté, où les joueurs peuvent être entreprenants, on va dire. Et bon, les joueurs sont pas toujours très à l'aise avec ça non plus, hein. Donc, il faut voir avec le groupe s'il aime. En tout cas, moi, avec le groupe que j'ai, ils sont un petit peu frileux dans cette phase-là, même s'ils sont très entreprenants dans la phase où c'est le maître de jeu qui les confronte à des obstacles. Au moment où il faut créer des choses un petit peu durables dans ces phases, ils sont pas forcément toujours à l'aise. Ça dépend des joueurs. Alors, Alors du coup, en réfléchissant un petit peu à tout ça et à tout ce que vous expliquez sur le jeu, il y a effectivement cette histoire de cohésion, de famille, de maître de jeu. Il y en a qui sont un peu plus leaders. Donc j'entends bien tout ça et en prenant un petit peu de recul, je me dis oui, il y aurait peut-être, je sais pas, est-ce qu'il y a des recherches à faire ou pas? Est-ce qu'il y a des personnes qui éventuellement se retrouveraient presque angoissées à prendre parti, à prendre un rôle, à rejoindre comme ça un espèce de groupe plus ou moins formel, une famille? Il y a certainement, je sais pas, il y a peut-être des personnes qui se retrouveraient coincées ou au contraire, enfin, quels sont les goûts des personnes qui auraient envie de participer? Quel est le but aussi? Est-ce que je veux augmenter mon imagination, la faire travailler, rencontrer des gens? Est-ce que je veux, enfin voilà, qu'est-ce qui motive les joueurs? Je ne sais pas si c'est compliqué ou non ma question, mais voilà. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? C'est vrai que en tant que personne sourde signante, bon, c'est vrai que on rencontre des personnes souvent qui veulent apprendre la langue des signes, mais qui sont un petit peu coincés en disant bon, comment est-ce que je franchis le pas, qu'est-ce que je dois avoir comme comportement, comme attitude. Certains vont oser, mais du coup très vite vont repartir en disant non, bah c'est pas pour moi, voilà. La langue des signes, c'est quelque chose d'un petit peu théâtral aussi, donc ça veut dire qu'il faut être capable de s'exprimer dans son corps, avec son corps, donc ça veut dire qu'il faut parfois aussi un peu de recul sur soi-même. Alors c'est peut-être un peu proche de la psychologie, mais je sais pas si la comparaison d'ailleurs est bonne entre la langue des signes et le jeu de rôle, mais je me dis ouais, il y a quand même un regard sur soi particulier, quoi. Alors, j'ai eu de nombreuses personnes qui sont venues découvrir le jeu de rôle avec moi. Et pour moi, la première manière d'initier les gens, c'est simplement, non pas d'aller vers eux, mais de les laisser regarder. Sans rien faire, mais rien que de voir les gens passionnés à inventer, avoir des liens entre eux, ça donne envie de participer. Après, vis-à-vis de la langue des signes, c'est effectivement un handicap. On a des expériences qui ont été faites avec des aveugles. Avec la langue des signes, effectivement, il faut qu'il y ait une personne qui puisse traduire. Et je dirais que ça n'est pas plus difficile de ce que j'en perçois que, par exemple, ce qui se passe actuellement avec mes joueurs, à savoir que j'ai une table sur 5 personnes, il y en a 3 qui vivent en dehors de Toulouse. Parfois, elles arrivent à revenir, parfois, c'est par Internet. Et bien, quand c'est par Internet, très souvent, je demande d'avoir au moins 3 personnes à la table, et il y en a, on va dire, 1 ou 2 qui sont par Internet. Ils ne perçoivent pas la même chose. Quand je décris une situation, je fais des croquis, je mets des figurines, ils ne peuvent pas voir. On est obligé de faire une pause, d'écrire, il faut qu'ils entendent, il faut qu'ils réagissent. À partir du moment où les gens arrivent à trouver le mode de fonctionnement, ça passe très bien. Après, effectivement, il faut des gens avec qui on a l'habitude de communiquer, des gens avec qui on partage certains goûts, des gens avec qui on a des atomes crochus. Si ça se passe bien, et si on arrive à réunir un petit peu toutes ces conditions, il n'y a pas de raison que la langue des signes soit un obstacle. Est-ce que la question était uniquement sur la langue des signes ou est-ce que c'était plus une analogie
voilà, c'était plus par rapport à vos rencontres, comment est-ce que les personnes elles-mêmes viennent au jeu de rôle, comment est-ce qu'ensuite elles évoluent ou pas. C'était plus un regard interne à la personne, aux personnes qui seraient angoissées ou qui n'oseraient pas. Du coup, le fait d'être ensemble, ça amène un regard sur soi qui fait qu'on évolue à travers nos parties de jeu de rôle, on s'améliore sur tel ou tel point. Enfin, bon, c'était plus effectivement un comparatif que je faisais. Une personne par exemple timide qui va faire du jeu de rôle, qui va oser franchir le pas et qui va finir par vaincre sa timidité enfin voilà. Je vais parler d'un autre exemple que j'ai là vécu et puis pendant plusieurs années. Une personne qui était à la fois très timide et qui était très complexée parce qu'elle était totalement analphabète. Elle avait 16 ans, elle avait des gros problèmes familiaux, elle était en rupture totale avec l'éducation. Et elle a découvert le jeu de rôle, ça l'a intéressée, mais elle ne savait pas lire. Et elle a voulu jouer une personne qui faisait beaucoup de magie et qui avait des pages et des pages et des pages de sorts qu'elle pouvait pratiquer. Eh bien, la personne avait 16 ans, ma fille en avait 11 ou 12 et elle lui lisait et elle la conseillait et ça se passait très très bien. Et très rapidement, la personne, elle a pu dépasser sa timidité. Elle a pris confiance en elle et elle a trouvé la motivation pour dépasser le problème de l'analphabétisme. Elle a appris à lire au départ en déchiffrant, c'était difficile. Je lui ai fait des listes, on va dire résumées, pour qu'elle ait des grilles, mais très rapides, qu'elle puisse repérer rapidement ce qu'elle pouvait faire. Et petit à petit, elle est devenue un joueur absolument comme tous les autres. Elle s'est parfaitement intégrée et il n'y a plus jamais eu aucun problème. Je vais donner un autre exemple. J'ai une joueuse dans mon équipe qui est plutôt pas spécialement timide, mais elle a du mal à se mettre en avant dans un groupe. Et il y a eu des fois où ça s'est mal passé parce qu'il y avait des joueurs à la table qui en profitaient pour dire ce qu'il fallait faire. Donc ils disaient à chaque fois qu'elle proposait un truc, ils disaient non c'est pas bon. Donc ça il faut plutôt faire autre chose. Ça elle le vivait plutôt mal. Donc du coup maintenant je veille à quand j'anime la partie à bien demander à chacun ce qu'il a envie de faire et puis les pousser à être un plus à l'écoute les uns des autres pour que ce genre de choses ne se produisent pas. Mais ça dépend du groupe. Hein. Après il y a des gens timides qui se satisfont tout à fait de rester derrière leur dé en fait. Hein. Ils disent voilà mon personnage fait ça. Quand vient le tour on dit qu'est-ce que tu fais toi bon moi je fais ça puis ils lancent le dé et puis c'est réussi ou pas hein, et puis ça leur suffit, ils n'ont pas besoin d'en faire plus. Et puis il y a d'autres gens à force de jouer au début ils sont timides et puis petit à petit ils se mettent à interpréter de plus en plus leur personnage, ça devient de plus en plus riche puis à la fin ils en viennent presque à faire du théâtre et puis ça les aide à sortir d'eux-mêmes hein. Il y a un petit peu tous les cas de figure mais je crois que tout est possible et ça dépend beaucoup du maître du jeu et de la dynamique du groupe qu'il faut créer tous ensemble. Quelque chose aussi qui correspond très très bien à cette timidité. Bon, il faut voir que j'ai joué énormément avec mes enfants. À ma table, j'avais très souvent des gens qui avaient le double de l'âge de mes enfants, voire le triple. Mon fils a commencé à jouer à l'âge de 7 ans, ma fille à l'âge de 8 ans. À côté, il y avait des gens qui avaient plus de 30 ans à table. Au début, ça pose effectivement des problèmes. D'une part, parce que les adultes n'ont pas forcément l'habitude d'être avec des enfants. Ils ne savent pas forcément comment s'y prendre, voire ils oublient tout bêtement qu'ils sont là. Et progressivement, justement parce que les joueurs sont à l'écoute les uns des autres, l'alchimie finit par prendre. J'en prendrai pour exemple aussi mon fils, on va dire. À 14 ans, on a fait une nouvelle table. Et dans cette table, c'était le plus jeune. Et il y avait 2 personnes qui étaient d'incorrigibles bavards. Et il a choisi un personnage qui était censé être un noble, le chef du groupe, le chef des personnages. Au début, il avait énormément de mal. Et puis, au bout de 2 ans, lorsque les joueurs qui avaient plus de 30 ans commençaient à ouvrir leur grande gueule, ils prenaient un air de noble fâché, et puis ils se mettaient bien en face d'eux et disaient
stop, maintenant, c'est moi qui commande, c'est comme ça, et tu te la fermes. Et le joueur de 14-15 ans faisait ça devant quelqu'un qui en avait 20 de plus que lui. Et il avait su trouver la confiance en lui, et puis il savait que le joueur en face de lui le comprenait, et il n'y avait pas de problème. L'alchimie avait fini par prendre, tout simplement. Il faut un petit peu de temps, mais pourvu que les gens s'écoutent les uns les autres, ça finit toujours par arriver. Donc après, pour cette question de ce que peut apporter le jeu de rôle et comment, il y a aussi pas mal de jeux qui sont prévus à des fins éducatives. Il y a pas mal de cas de gens qui utilisent le jeu de rôle dans leur classe de latin pour des mises en situation et aussi pour l'apprentissage de la langue. Et surtout, il y a un exemple d'un professeur donc en Corée qui utilise le jeu de rôle avec ses étudiants donc qui parlent essentiellement anglais pour apprendre le coréen. Et pour ça, lui, il se repose essentiellement sur une astuce qui est de faire que le système de magie est en coréen. Pour utiliser les sorts, il faut pouvoir utiliser les mots qui correspondent en coréen. Donc petit à petit, comme ça permet l'apprentissage de mots, la formation des phrases et la grammaire. Par exemple, si quelqu'un veut utiliser un sort pour se téléporter, il faut qu'il sache en coréen la notion de distance et comment l'utiliser. Donc après, par extension, on peut aussi imaginer un jeu de rôle qui pourrait être utilisé pour l'apprentissage de la langue des signes. Donc là-dessus, on a beaucoup de cas pour le jeu de rôle qui permet l'apprentissage. Donc ça donne une motivation, ça apporte quelque chose aux joueurs et aussi ça permet vraiment de partager quelque chose et de sortir du cadre de l'apprentissage ou de l'éducation qui peut être parfois rigide ou bloquant. Et on a vu aussi des cas de jeux de rôle qui est utilisé dans des cadres avec des enfants qui sont en difficulté scolaire. Et en leur faisant passer cet aspect ludique, ça facilite vraiment beaucoup de choses. Vous avez une question ? Oui. Merci. Certainement que vous êtes dans beaucoup de conventions, vous êtes très présent dans plusieurs villes en France, dans des événements comme là le Festival du Jeu, certainement même peut-être au Festival de Cannes, depuis peut-être un petit moment même pour certains. Est-ce que vous avez l'impression que l'accessibilité du jeu de rôle par rapport à la LSF ou aux personnes aveugles, comme on a vu tout à l'heure, s'améliore avec les années, ou est-ce que ça a toujours été accessible, est-ce que ça a toujours été proposé dans les festivals ou Pas du tout. Enfin, ça s'améliore, oui, mais après, est-ce que c'est proposé? Non. C'est proposé ici, c'est proposé à 2-3 endroits, mais globalement, c'est pas proposé du tout, non. C'est... il me semble que c'est un des seuls festivals qui se préoccupe de ça. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Je crois pas, hein, mais globalement... disons que l'accessibilité dans le jeu de rôle, c'est pas toujours la valeur qu'on met au pinacle, et que c'est parfois bien dommage. Mais c'est quelque chose de plus général que la question de la LSF ou des malvoyants. Ça va bien au-delà de ça en fait. Quand Madame tout à l'heure parlait du fait de se sentir à l'aise, la timidité et tout ça, c'est encore un domaine où on a pas mal de progrès à faire. Alors comme Laurent le disait, il y a des choses qui sont faites pour aller dans ce sens-là. Ça peut être un formidable outil, c'est juste que c'est pas notre habitude. Et encore une fois, il y a plein de gens qui travaillent, mais c'est pas encore la norme, loin de là. Je voudrais, juste pour terminer, et puis après je vous laisse la parole, je voulais juste dire à Madame que vis-à-vis de la langue des signes, moi j'aurais grand plaisir, je peux parfaitement imaginer un jeu où par exemple pour lancer justement des sorts, on soit obligé de dire en langue des signes ce qu'on fait, et ça me motiverait énormément pour apprendre la langue des signes. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'il y a des gens qui sont plutôt à l'aise pour maîtriser, d'autres qui sont plutôt à l'aise pour jouer. Dans les gens à l'aise pour jouer, moi, c'est mon point de vue, j'ai plus ou moins remarqué qu'il y a des gens qui sont plutôt à l'aise pour jouer des bourrins, plutôt à l'aise pour jouer des nobles, plutôt à l'aise pour jouer le leader.
Est-ce que quand quelqu'un de timide et qui ne sait pas s'imposer, qui n'arrive pas et qui donc est archétypé, bourrin par exemple, parce qu'il sait s'exprimer que comme ça, est-ce que quand il devient à l'aise, cet archétype qu'il a pris peut évoluer? Alors, il y a une autre question, mais elle est liée ou pas? Un témoignage et puis après je donnerai ma propre réponse. Mais, pour mon cas, j'ai commencé à jouer guerrier nain à Donjons et Dragons. Donc gros bourrin qui parle pas. Et j'ai fini en chef de groupe à Vampire au sabbat. Et depuis, je prends plaisir à jouer des mages et des trucs un peu plus sociaux parce que le groupe m'a donné confiance et m'a amené à me diversifier, quoi. Mais je continue quand même à jouer des gros bourrins, quand même. Alors, dans mon expérience, j'ai vu absolument tout. Je pourrais parler de mon fils qui a 7 ans a joué aussi un guerrier nain bien bourrin. Et puis il a évolué et le personnage suivant, ça a été un grand noble et chef de groupe. Alors qu'il avait 14 ans quand cette nouvelle table s'est proposée. Récemment, il a changé à nouveau de personnage. Il joue maintenant un marchand nain. Un marchand nain qui est à la fois un diplomate, mais aussi qui crie après les autres. Et qui est un radin comme c'est pas permis. Il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui évoluent, il y a des gens qui aiment bien s'enfermer aussi dans un même rôle. Tout est possible. En fait, c'est exactement comme, je sais pas, quand on va au cinéma, quand on lit des bouquins, quand on écoute de la musique. C'est-à-dire qu'au départ, quand on découvre un loisir, on a un truc qui nous plaît, on le fait de plus en plus, nos goûts s'éduquent, on apprend à voir des choses différentes, et on aura toujours des préférences, c'est sûr. Par contre, on trouvera du plaisir, peut-être de la finesse, peut-être on essaiera juste pour s'apercevoir que ça ne nous plaît pas, mais il n'y a pas de problème, c'est comme partout ailleurs en fait. Avec l'aisance, on pourra essayer de réfléchir, d'être un peu acteur entre guillemets de sa façon de jouer et de pas juste subir le poids de l'habitude. C'est pareil pour tous les choix qu'on fait, que ce soit le fait d'être meneur ou joueur, que ce soit le type de jeu auquel on joue, le type de personnage. C'est à mon avis, c'est la même chose partout, quoi. Est-ce qu'il y a des questions à nouveau? Ça fait pratiquement 1h30 que vous parlez, les amis. Est-ce qu'il reste des points que vous voulez développer? C'est très certainement beaucoup. Au niveau du jeu de rôle traditionnel, bon, ça fait 33 ans que je suis joueur essentiellement meneur et j'ai eu de nombreux retours à la fois des joueurs mais aussi parfois des parents des joueurs. Et quelque chose où je m'en étais pas rendu compte mais on m'a bien souligné, c'était que j'essayais à chaque fois de valoriser un moment dans une partie chacun des personnages. Et c'est ça qui faisait que souvent l'alchimie prenait, mais aussi je me débrouillais pour avoir des situations où absolument le concours de tous les personnages était nécessaire. Et parfois, les personnages les mettaient dans des situations mais absolument monstrueuses. Et ils disaient mais comment on va faire? On est là, on est 5 ou 6, une armée de 2000 personnes, là, on est coincé, on est entouré. Et quand ils sont dans les situations les plus difficiles, c'est souvent là où les joueurs ont le plus d'imagination. Et c'est là où, quand ils arrivent à se sortir d'affaires, ils ont les meilleurs souvenirs. Je vais parler juste d'une petite chose.
C'était une partie de jeu de rôle. Alors, il faut voir que mon fils avait 14 ans, ma fille avait 16 ans. Et ils étaient dans une auberge. Toutes les forces de la région les cherchaient. Ils pensaient être rentrés incognito. Et puis, brusquement, on frappe à la porte de l'auberge. Une patrouille. Et puis une patrouille de nains endurcis. Ils n'avaient pas le niveau, on va dire. Affolés, qu'est-ce qu'on va faire? Et ma fille a trouvé la solution. Elle a demandé à deux personnages, un homme et une femme, de simuler un acte sexuel, pendant que son propre personnage, qui était extrêmement souple, se mettait en fait dans un coffre. Il y avait un hobbit qui était aussi tout petit, qui s'est mis dans un autre coffre. Et le dernier personnage a été maquillé pour passer pour quelqu'un totalement différent. Et lorsque les nains, la patrouille est arrivée, ils ont ouvert la porte, ils ont vu ce qui se passait, et les nains ont rougi, ils ont refermé, ils n'ont pas cherché à voir ce qu'il y avait dans les coffres ou quoi que ce soit. Et ça, ils en parlent encore 5 ans après. Je sais pas si ça a déjà été mentionné, parce que je suis pas là depuis le début, mais il y a... ils ont... j'ai entendu... Enfin, vous avez dit que les règles, on n'est pas obligé de les respecter, mais il n'y a pas que les règles, il y a aussi l'histoire. Les joueurs peuvent aussi bien jouer à se taper dessus que à taper sur les ennemis. Ça m'est déjà arrivé en fait. Il y avait un personnage qui devait nous conduire à une destination. Il l'a pas fait. Je l'ai giflé, c'était pour plaisanter. Il a sorti un pistolet. Alors j'ai sorti mon couteau. Et il y a mon cousin. On jouait à Shadowrun, donc c'était un jeu futuriste. Il a sorti un lance-obus et il m'a tiré dessus. Donc ça avait vraiment dégénéré pour une claque. Donc ça peut être aussi marrant que de jouer contre les ennemis. Oui, c'est des choses qui peuvent arriver assez souvent quand on commence à jouer ou quand il y a des groupes assez jeunes. C'est aussi le fond de l'histoire. Dans certains jeux de rôle, il y avait un jeu de rôle très connu qui s'appelait Paranoia, où on jouait des personnages qui vivaient dans une cité totalitaire post-apocalyptique sous terre contrôlée par un ordinateur géant. Ils étaient encouragés à se trahir les uns les autres et chaque joueur commençait avec 6 clones pour son personnage qui lui permettaient de tenir jusqu'à la fin de la partie parce qu'ils passaient leur temps à s'entretuer. Ouais. Donc c'est ça, on peut jouer comme ça aussi, hein, mais ce qui est important c'est que tout le monde soit d'accord autour de la table pour adopter ce style de jeu. Si certains le perçoivent comme du sabotage, ça peut être une mauvaise idée aussi, quoi. Ça dépend encore une fois de la dynamique du groupe, tout est possible. Moi, ce que j'ai pas bien compris, c'est est-ce que tu as gagné ou est-ce que c'est ton cousin qui a gagné? J'étais à terre, j'arrivais pas très bien à me relever après. Donc je pense que c'est mon cousin qui a gagné. Alors le truc important, c'est que la prochaine fois, c'est toi qui l'auras. Et le truc vraiment important, c'est qu'il y aura une prochaine fois. D'ailleurs, je sais pas. Quand quelqu'un veut faire de l'impro, qu'un maître de jeu veut faire de l'impro et qu'il a plus d'idées, au lieu de dire on arrête là pour aujourd'hui, je conseille fortement de passer le relais à une autre personne. Parce que mon frère avait commencé un scénario totalement normal et donc mon cousin avait repris. Puis on s'était fait attaquer par des gens armés jusqu'aux dents, on n'avait pas le niveau. Ils nous ont pris, ils nous ont mis dans une arène, ils nous ont dit battez-vous si vous voulez rester en vie. Mon frère qui était à ce moment-là magicien a dit on reste ensemble. Et puis là, il y a parce qu'il y avait, j'avais 3 cousins qui jouaient, dont un qui faisait le maître de jeu. Il y a un de mes cousins qui est arrivé, qui a sauté sur mon frère, qui lui a fait plein de points de vie. J'ai voulu achever mon frère, mais il m'a balancé une boule de feu. Les contreparties, c'était qu'il se prenait des dommages.
on a tous les deux été dans le choc. Donc ça peut donner vraiment des trucs bizarres et je trouve ça amusant. Le renversement de situation comme ça. Bah, c'est un très bon conseil. Surtout si tu as trouvé ça amusant. Et tu as tout à fait raison. Quand on ne sait pas, il n'y a pas de honte à demander aux autres. Alors, question de maître de jeu à maître de jeu. J'ai toujours un souci quand je maîtrise. Il y a une chose qui m'a toujours embêté. C'est la gestion de la mort des PJ. Alors, je voulais savoir, pour vous, quand doit-on tuer ou ne pas tuer un PJ? Quand doit-on le sauver? C'est vrai qu'en tant que MJ, ça a toujours été la grande question qui m'a posé le plus de soucis. C'est doit-on priver un joueur de son personnage? Et dans quel cas doit-on le faire? Dans quel cas ne doit-on pas le faire? Voilà. Ça va être difficile. Alors, je dirais que chaque meneur de jeu a sa manière de voir les choses. Je peux parler uniquement de la mienne. C'est pas nous, hein, c'est le... C'est bon? On va essayer. Donc moi je peux parler uniquement de la mienne. Je ne tue jamais les personnages dans la mesure où ils ne cherchent pas la mort. C'est-à-dire que s'ils font des choses raisonnables, s'ils cherchent à s'en sortir, s'ils mettent de l'énergie et de l'imagination, ils finissent toujours par trouver, j'ai toujours des petites portes de sortie ou quelque chose pour les aider. Parfois ça peut leur coûter cher. Il peut arriver qu'ils fassent des bêtises et puis ils perdent leur équipement, voire ils perdent une main, c'est arrivé. Mais par contre, il y a une chose que je ne fais jamais, je ne tue jamais un personnage sur un budget D. Quelqu'un qui a eu une bonne idée et puis il a eu un problème de chance absolument incroyable, il meurt, non. Non, pour moi, l'histoire, elle est plus importante que les jets de dés. Ouais, je suis du même avis aussi. Hein. C'est pour ça que je préfère lancer les dés derrière un par avant. Comme ça, si jamais j'ai fait suffisamment de dégâts pour tuer le personnage, je lui dis qu'il a été très blessé et que je mets un peu de suspense. Je crée plutôt un suspense sur le fait qu'il perd son sang, etc. Et tout. Et puis les autres joueurs se démènent pour le sauver. J'évite de tuer des personnages. Hein. Par contre, il peut y avoir des moyens de mise en scène qui font que le personnage se sent en danger et qu'il se rend compte qu'il s'est mis en danger et qu'il risque gros. Voilà, mais bon, ce qui fait qu'ils n'ont pas l'impression d'être invincibles pour autant, mais tuer c'est dommage, surtout quand on joue ensemble depuis un moment. Par contre, qu'est-ce que je me suis fait tuer comme personnage? Moi, je suis tombé souvent sur des maîtres de jeu sadiques et c'est pas forcément super agréable, c'est vrai que. Mais bon, ça me gêne pas forcément plus que ça non plus. Je crois qu'en fait, il faut que la mort du personnage apporte quelque chose à l'histoire. J'essaye évidemment moi aussi de ne pas tuer les personnages des joueurs parce qu'en général, ils s'attachent à leurs personnages. En plus, on les joue sur des campagnes, sur un enchaînement de scénarios. Donc effectivement, ils évoluent, ils ont créé des liens avec d'autres personnages. Et effectivement, nous-mêmes, en tant que maître de jeu, on a envie de savoir ce que ça va devenir, cette histoire, comment ils vont évoluer. Mais si à un moment donné, effectivement, il n'y a pas d'autre échappatoire et qu'en plus, scénaristiquement, ça va apporter quelque chose de vraiment intéressant, il ne faut pas se priver de le tuer. Effectivement, il faut être d'accord avec le joueur. Il ne faut pas que je traverse la route, y a un camion qui passe, ciao. Il faut vraiment que ce soit un moment dramatique pour l'histoire et qu'effectivement, d'un commun accord avec les joueurs, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Ok, il est mort, mais ça va permettre de faire rebondir l'histoire. Voilà. Donc si ça apporte quelque chose, pourquoi pas tuer un personnage? Mais effectivement, il faut que ça apporte vraiment quelque chose. Je pense que par rapport à ça aussi, un truc qui peut être intéressant, toi en tant que meneur, c'est en parler aux joueurs. Tout simplement. Moi, c'est ce que je fais régulièrement. J'arrive dans des situations où effectivement le personnage va certainement mourir. Et ça, c'est de la faute aux joueurs en règle générale. Parce que je suis comme eux, j'évite de tuer mes joueurs. Ce que mes joueurs me reprochent régulièrement. Du coup, j'en parle avec eux. Je dis, voilà, là, on va arriver dans une situation où tu vas mourir. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et en général, ça se règle tout seul et tout le monde est content. Je vais mettre aussi un petit bémol, c'est-à-dire qu'en fait, selon le type de jeu auquel on joue, ça peut changer énormément. Quand je parle d'une grande campagne dans un monde médiéval fantastique comme le Seigneur des Anneaux,
Mes joueurs en sont actuellement, ils ont entre 450 et 500 heures de jeu. Tuer un personnage qui a autant de passé derrière lui, ça ferait mal, très mal. Par contre, dans un jeu d'horreur comme l'Appel de Cthulhu, où là, de toute manière, le personnage va très vite devenir fou, la mort d'un personnage, très souvent, fait presque partie du scénario. D'ailleurs, il y a des scénarios où plusieurs personnages sont fournis parce que, de toute manière, on ne pourra pas finir avec le premier. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Je connais des joueurs qui créent des persos à l'avance. Du coup, quand leur perso meurt parce qu'ils vont se suicider ou autre chose, du coup, ils peuvent ressortir l'autre perso. Et je connais un autre MJ aussi qui fait des tablés fermés. Quand il y a un perso qui meurt, il le remplace pas. Enfin, je veux dire, le joueur, il quitte la table en fait. Voilà. Ouais. Non mais il y a les deux quoi. Et dans le second cas, il le quitte pour la soirée ou il le quitte définitivement? Ouais, définitif. Ouais. Classe. Moi, je trouve que c'est. Enfin, j'aime pas le faire à mes joueurs, mais bon. En fait, c'est effectivement une question compliquée, comme posait la personne précédente. Un des trucs importants avec la mort des personnages, c'est que c'est souvent un peu le ressort ultime, ou quasiment le ressort ultime. C'est-à-dire que si effectivement on part du principe que on a une série d'autres personnages qui sont prêts à jouer, et que si on perd un personnage, c'est pas grave, on n'a pas d'attachement. On perd tout l'intérêt de le tuer en fait. Ça sert plus à rien de le tuer. Si un joueur vient avec une série de personnages, bah, c'est le meilleur moyen qu'il les perde pas en fait, quelque part. Après, je comprends tout à fait le fait que ce soit pénible lorsqu'on a un personnage qui meurt dans une partie de se taper 3 heures de création de perso pour les jeux qui font ça. Il y a des MJ qui viennent avec des pré-tirés pour que le joueur s'ennuie pas ou qui laissent les joueurs avoir d'autres personnages. Mais il faut, à mon avis, se trouver quelque part entre cet attachement et le fait que si on met pas de difficulté, alors elle n'est pas du tout obligée, comme disait Stéphane, de se retrouver dans la mort des personnages. Mais si on met pas de difficulté, quelque part, on respecte pas les joueurs en fait. Si tout est facile, tout ce qu'ils font, ça n'a plus aucune valeur. Dans un jeu traditionnel, si vous jouez, je sais pas, vous allez faire une partie d'échecs. Vous avez l'impression que la personne en face de vous laisse gagner. Bah, y a de grandes chances que vous terminiez la partie par politesse, ou si vous ne l'êtes pas, vous leviez, vous partiez quoi. Parce que c'est juste pas intéressant et que la personne en face de vous respecte pas. Alors, faut quelque part naviguer entre cette idée-là, celle du sadisme dont tu parlais tout à l'heure. Il y a un océan de possibilités. Il y a, à mon avis, pas de règle absolue quoi. Et on va avoir une dernière question. Et donc, bon, 2 dernières questions et après, il va falloir qu'on arrête. Donc, ma question, je quitte ma table, mais mon perso, ça fait quand même 2 ans que je l'ai joué et ça me ferait mal. Mais les autres persos, les autres joueurs autour de la table se sont attachés à mon perso, ont des affinités. Est-ce que le maître tue ou pas mon perso ? Alors, ça m'est très 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 souvent arrivé parce que je fais jouer presque exclusivement dans le monde du Seigneur des Anneaux. J'ai fait jouer environ une dizaine de groupes et certains des personnages effectivement meurent quand ils ne sont plus utilisés, mais les joueurs ne le savent pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai déménagé, je me sers encore des personnages. Parfois, le groupe auquel je fais jouer, il entend parler des autres personnages. Parfois, il les voit mourir. Et d'une certaine manière, j'arrive comme ça à faire passer un certain flambeau d'un groupe à un autre. Mais il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que véritablement,
certains des personnages peuvent être très très intéressants à garder. Et en tant que joueur, j'ai eu un personnage qui était tellement intéressant que d'autres personnes s'en sont servies comme personnage non joueur. Parce que c'était un soigneur, c'était un pacifiste, mais surtout, il connaissait parfaitement bien la Terre du Milieu. Et donc, c'est un personnage qui va pas beaucoup aider, mais il va apporter juste la connaissance qu'il faut pour envoyer les joueurs à un endroit plus qu'un autre. Alors une dernière question pour Evie. De Evie. Une question qui était assez proche. Voilà, si une personne en a marre, en a assez de jouer, ou une personne est obligée de quitter le groupe, mais que la campagne n'est pas finie, l'histoire n'est pas finie, comment ça se passe? Ça se passe en général à l'amiable ou... En général, ça se passe juste comme dans les autres jeux, c'est-à-dire qu'on en discute. La seule différence, c'est que souvent, c'est des parties qui sont longues. Quand je dis parties, c'est parce que ce qu'on appelle les campagnes. Donc, c'est plusieurs séances de jeu qui vont faire une suite. Et comme souvent c'est long, effectivement, il vaut mieux en parler, mais sinon, ça se fait naturellement comme dans tous les autres jeux. Il y a vraiment assez peu de différences et il y a assez peu de raisons de vouloir se taper dessus. Par contre, il y a des gens qui sont créatifs pour trouver des raisons, mais a priori, ça se fait tout à fait classiquement. Il suffit d'en discuter. Je vais donner une anecdote marrante. Je jouais avec un groupe sur Paris et puis on avait accueilli dans le groupe un gars qui était un troll notoire. C'est-à-dire que sur les forums, il était connu pour, au bout de 3 phrases, se fâcher avec tout le monde. Et on a essayé de l'intégrer au groupe et puis on a fait 3-4 parties. Puis on s'est dit, mais il est vraiment adorable, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas comment il arrive à se fâcher avec tout le monde sur Internet. Puis au bout de 3 parties, au bout d'un moment, il est devenu tout rouge. Puis il a déballé tout ce qu'il supportait pas depuis le début qu'on jouait ensemble. Il est parti en claquant la porte. Voilà, c'est une anecdote. Bon, c'est des choses qui arrivent. Bon, après, ça nous a pas empêché de continuer notre campagne. En fait, on a recruté un autre joueur qui s'est avéré sur le long terme être beaucoup plus sympa. Et puis, on a continué. Donc, je ne fais que des très longues campagnes et très souvent, il y a des joueurs pour des raisons parfois professionnelles qui sont obligés de partir. Certains essayent de revenir ou alors ils jouent par Internet. Mais pour d'autres, c'est pas possible pour des raisons... Et très souvent, les personnages qui ont vraiment une importance dans le groupe, ils sont joués de manière collective par les autres joueurs et ils sont proposés également à des personnages à des joueurs qui veulent découvrir un petit peu la tablée. C'est-à-dire que j'ai toujours 1 ou 2 personnages qui n'ont pas de joueurs à un moment précis parce que les autres sont ailleurs, parce qu'ils sont partis. Mais comme ça, on peut dire à une personne, voilà, tu as un personnage pré-tiré, comme ça tu peux découvrir, tu peux agir pour lui, et si ça te plaît, tu vas jouer un petit peu jusqu'à bien te familiariser avec les règles, avec le monde, avec le groupe. Et après, à un moment où ça va être la fin de la campagne, il va y avoir le début d'une autre campagne, tu pourras éventuellement créer ton propre personnage. Et lui, on va dire qu'il ira à la retraite. Il se mariera, il choisira finalement de faire autre chose parce que c'est trop dangereux d'être aventurier. Mais il y a toujours manière d'intégrer un nouveau personnage et de faire partir un autre. Eh bien, il est l'heure de rendre, non pas l'antenne, mais la caméra. Et du coup, on va arrêter là. On espère que ça vous a intéressé et on vous remercie d'être venus si nombreux. Merci à tous. Merci en tout cas au public. Vos questions ont rendu la conférence très intéressante pour nous. Et bonne fin de festival à tous et à toutes. Merci beaucoup.